aborder la femme, ça serait peut-être un homme. Et sur ce plateau aujourd'hui, nous faisons une exception. Nous recevons Patrick Mouyaya, député national. Vous allez avec nous sur ce plateau parler de l'apport de la femme dans le développement de manière générale, mais en particulier son engagement politique. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame et bonne fête de femme. Merci, je dirais merci, mais je ne considère pas que c'est une fête pour moi. Ça serait encore un autre débat. Tout de suite, j'ai envie de vous poser la question. Que représente la femme pour vous? Mais d'abord, je dois vous remercier pour avoir dérogé à la règle, puisque généralement, ces plateaux est plutôt réservé aux femmes qui font quelque chose pour l'avancement de la communauté. Mais vous avez fait exception pendant le mois de la femme, donc je dois me dire que c'était pas du tout facile. Et donc, et vous faites bien d'ailleurs, puisque je crois que le meilleur, celui qui doit mieux faire la campagne pour la femme, c'est l'homme. Ce qui n'est pas toujours le cas sur le terrain. Oui, fort malheureusement, mais je crois que les résultats qui ont été obtenus jusqu'à ces jours en RDC est aussi en grande partie dû aux hommes. Et donc, qu'est-ce que la femme représente? Mais la femme, elle représente tout, la vie. C'est d'elle que nous venons, c'est d'elle que nous recevons nos premiers soins, c'est elle qui nous apprend à marcher et tout le reste. Et je crois que pour faire court et pour faire bien, il faut dire que nous devons tout à la femme. Et quand on veut aujourd'hui parler de l'apport de la femme dans le développement, son engagement politique, ça veut dire que la femme a quelque chose à apporter au sein de la société. Mais au même titre que l'homme, et d'ailleurs moi j'ai toujours pensé que les femmes étaient plus intelligentes que nous. Et si Ça a été prouvé scientifiquement. Et si l'intelligence est la capacité à résoudre rapidement les problèmes qui se posent, je crois qu'on a beaucoup plus besoin de femmes. Mais qu'est-ce qui nous manque justement? Si aujourd'hui, il y a des campagnes qui se mènent sur le terrain, notamment la RDC qui accorde 30 jours au lieu d'une journée pour réclamer ses droits ou pour sensibiliser sur les droits des femmes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, je crois qu'il faut situer le combat de la femme dans un combat global par rapport à la situation de notre pays. Il faut analyser la question de la femme de manière singulière, n'apporterait pas forcément de solution. Pour moi, les 30 jours, un jour, importe un peu. L'essentiel, c'est que les gens s'engagent vraiment à faire quelque chose, puisqu'on les fait aussi pour des besoins cosmétiques. Puisque, bon, parler des femmes, c'est clair que vous allez susciter une certaine attention. Les lobbies des femmes est tellement puissant que vous serez coté autrement et tout ça. Mais on fait par obligation ou pour des besoins de forme, on ne les fait pas par conviction. Et donc, je pense aujourd'hui, s'il faut parler vraiment de la femme, il faut la regarder sous plusieurs prismes. Vous et moi, nous sommes de la même génération, certainement. Moi, personnellement, je n'ai pas connu de cas particuliers des discriminations de femmes dans les milieux dans lesquels j'ai grandi. J'ai grandi ici à Kinshasa, j'allais dans les écoles où il y avait des femmes qui étaient premières des classes, j'allais dans les écoles où il y avait des femmes qui réussissaient. Et à l'université où je suis allé, c'était encore plus grave puisqu'il y avait plus des femmes que d'hommes dans les domaines dans lesquels j'ai exercé. Mais à un moment donné, plus loin, on ne les voit plus ou elles ne sont plus aussi majoritaires qu'elles l'étaient. Là, nous sommes dans les milieux urbains. Je crois que là où nous avons le plus grand nombre des défis sur des questions des femmes, c'est à l'intérieur du pays. Pourquoi? Puisque nos traditions ont donné une certaine place à la femme. Ça veut dire que c'est elle qui garde les enfants, c'est elle qui fait ceci, elle est totalement dépendante de l'homme, elle ne peut pas avancer à un tel niveau, elle peut pas. Il y a tellement de questions qui sont liées à nos traditions qui font que les femmes ne peuvent pas éclore, si je peux m'exprimer ainsi. Au-delà du fait que nous avons une constitution qui consacre l'article 14, vous devez maîtriser cet article. L'intérioriser. La femme est l'égale de l'homme, la parité. Nous avons, au-delà de ça, une loi de mise en œuvre qui a déjà été adoptée. Et dans les prochains jours, on adoptera un nouveau code de la famille pour briser, au plan légal, tout ce qui peut être considéré comme frein à l'épanouissement de la femme. Mais cela ne sera pas suffisant tant que nous ne l'aurons pas intériorisé dans nos mentalités. Tant qu'il n'y aura pas une traduction de cette volonté politique dans nos vécus quotidiens dans les villages ou dans les milieux reculés. Et donc, c'est là que nous, les hommes, avec vous, les femmes, nous devons faire une plus grande attention et
nous focaliser davantage. En parlant justement du code de la famille, puisque vous avez évoqué la question, il y a quand même l'alinéa qui pose problème où on l'a retiré carrément, c'est l'homme n'est plus le chef de la famille. Non, l'alinéa, à ma connaissance, l'alinéa n'a pas été retiré dans la version qui est venue du Sénat, puisque nous, à l'Assemblée nationale, on va aussi les passer, en parler, mais tout ça, c'est la forme. Mais dans les fonds, madame, vous pouvez me dire, j'étais, moi, parti d'une réunion, j'ai fait partie donc d'une réunion entre un collectif des collègues députés qui soutiennent qui travaillent sur le code de la famille avec des organisations des droits de l'homme où la question a été posée. Alors, parmi nous, il y avait une collègue, je la cite, Marie-Thérèse Bassiala, qui nous a rétorqué une question. Vous, chers hommes, pensez-vous que c'est vous qui êtes les chefs de vos familles dans les faits? Non. Puisqu'en réalité, nos foyers, nos familles sont en grande partie tenues par Les femmes. Et il existe un adage populaire qui dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Voilà, et donc de toute manière, on ne peut pas nous penser un seul instant que nous dirigeons vraiment les femmes. Bon, même si certains, puisque je vous ai dit qu'il faut agir sur le mental, sur la culture, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi on garderait cet article en l'état, non. Je ne vois pas. Et surtout que dans une affaire de foyer, c'est plus une affaire des concertations entre les couples, entre l'homme et la femme. Le dialogue entre les deux, c'est ce qui permet de dégager une voie. Puisque bon, vous pouvez beau vouloir suivre ce qui est écrit strictement, mais je crois qu'il existe des règles non écrites lorsqu'on est marié qui imposent. Il y a des concessions aussi qui se font. Des concertations permanentes. Mais je crois que si les femmes y tiennent absolument, autorisation maritale et tous les mots qui s'en suivent, mais les laguer ne changeraient rien si dans notre comportement, nous ne le changeons pas. Ça, c'est vous qui le dites parce que vous avez compris les choses de la sorte, mais ce n'est pas le cas pour certains hommes qui ont toujours été accusés de pouvoir étouffer cet épanouissement de la femme. Madame, je suis législateur. En tant que tel, au Congo, nous n'avons pas de problème des lois, puisque nous avons des bonnes lois. Mais très souvent, nous avons un problème d'application ou de respect de ces lois par ceux qui doivent le faire. Je crains que même si on les supprime ou même si on le fait, que les gens ne tiennent pas toujours compte de la loi. Mais à quoi ça sert alors? Non, ça veut dire qu'il y a peut-être un travail à faire. Hein. Là, je parle en tant que député national, puisqu'il s'observe une certaine distance entre les lois que nous adoptons et leur application sur terrain. Peut-être que nous-mêmes, nous ne communiquons pas assez sur ce que nous faisons pour que les personnes comprennent le bien fondé. Mais c'est bien de l'avoir coulé dans les lois, puisque ça fait règle, mais c'est mieux de l'avoir coulé dans les comportements, dans les quotidiens. Moi, je ne vois pas un homme qui ne peut pas accepter que sa femme soit épanouie, puisque l'épanouissement de la femme conditionne l'épanouissement de l'homme, de toute la famille aussi. Voilà. C'est elle qui est la compagne, c'est elle qui est l'associée, c'est elle avec qui on fait grandir nos enfants, c'est elle avec qui on gère les quotidiens. Et donc, femme épanouie égale homme épanoui. Si c'était le cas, on aurait un peu plus de femmes épanouies, je pense. Bon, ça dépend. Après, les hommes, il ne faut pas forcément voir les choses sous un prisme féminin. Les hommes peuvent ne pas non plus être épanouis, mais je crois que tout est question de comment ça se règle, surtout pour ceux qui sont mariés dans les couples. Comment vous réglez vos questions, comment vous combinez vos programmes, comment vous vous assurez une certaine complémentarité malgré que la femme travaille ou que l'homme travaille. Tout ça c'est une question des discussions ou des dialogues, pour utiliser l'expression. Ça, c'est dans les couples, mais il y a aussi cette question de l'engagement politique que vous avez, la volonté politique que vous avez évoquée tout à l'heure. On va revenir à l'engagement politique de la femme. Élection des gouverneurs. À peine on vient d'apprendre qu'il y a une femme qui est élue, alors que nous sommes pendant le mois de mars, bien que ce mois se clôture, le mois où on devait avoir un peu plus de résultats par rapport à ce combat que mène la femme. Le thème même qui nous a accompagnés, appliquant la parité homme-femme maintenant dans la paix pour un développement durable d'ici à 2030. Qu'est-ce qui cloche, Patrick Mouyaya? D'abord, je vous répondrai sur cette question, mais je reviendrai sur la question de la parité. Puisque pour moi, la parité, c'est un complot des hommes pour plafonner les ambitions des femmes.
Je vous explique. Expliquez-vous. Donc, mais là, pour parler de l'engagement politique des femmes, d'abord, il faut considérer que la politique, c'est une compétition, comme la vie. Alors, moi, je comprends qu'il y ait des femmes qui soient émues, je comprends qu'il y ait des féministes qui s'acharnent sur la question, mais moi, je pense que les femmes devraient être plus militantes et plus méritantes, puisqu'il ne faut pas seulement... Avec l'accompagnement de l'homme, bien entendu. Et la parité, bon, on dit la parité, mais beaucoup les disent, je l'ai dit, pour des besoins cosmétiques, ils ne les pensent pas vraiment. Mais la politique ou l'arrivée à des postes de responsabilité ou fonctions politiques est conditionnée. Vous devez être militante dans un parti politique et que votre parti politique doit être en mesure de vous aligner en dehors du fait que vous devez avoir le profil indiqué. Mais qui tiennent les partis politiques? Ce sont vous, les hommes. On a combien de femmes chefs partis politiques? Pour devenir chef des partis politiques, il y a des règles. Rien, la loi n'interdit pas aux femmes politiques d'en créer, aux femmes de créer des partis politiques. Mais les hommes, vous avez quand même pris de l'avance dans ce secteur. Les hommes ont pris de l'avance. Si ici il faut parler en termes d'avance, vous le direz dans tous les secteurs de la vie nationale. Il ne faut pas voir les choses de cette manière. La société est organisée telle qu'elle, puisque partout au monde, ce que vous dites, c'est des problèmes qui sont vécus. À peine en France, on a vu François Hollande faire un gouvernement où il y a autant de ministres d'hommes, autant de ministres femmes. On l'a vu au Canada, mais ce n'est pas le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays au monde. Et donc, il faut considérer que le domaine politique, c'est comme la vie, il faut compétir. Dans les journalismes, vous avez compétit. Là où vous êtes, vous ne l'êtes pas sur la base d'une campagne pour la parité, sur la base d'une campagne pro-femme qui fait que vous soyez là. Donc, il faut ici, quand on parle surtout de politique, considérer que la politique requiert un cheminement, un engagement politique, une conviction d'un combat des groupes et des actes qui prouvent votre militantisme et qui se concluraient par l'arrivée à un poste de responsabilité. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, je vous ai dit tout à l'heure que la parité était un complot des femmes pour un complot d'hommes pour plafonner les ambitions des femmes. C'est les patriarches Gizenga qui l'a dit. Et il a raison, dans la mesure où, je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Il y avait à peu près 70% des étudiantes femmes. Et quand vous terminez, vous déversez les mondes du journalisme, je suppose que si on devait appliquer ces principes de parité 50%, 50%, les femmes ne seraient pas autant journalistes qu'elles le sont dans ce pays. B1 n'aurait pas autant de présentatrices femmes que d'hommes, si on devait vous plafonner, puisque si on doit appliquer cette parité dans tous les domaines, dans les domaines comme le journalisme, beaucoup de femmes n'auront pas de boulot, puisque c'est un domaine dans lequel vous excellez. Mais on occupe quelle place de responsabilité dans les médias? Madame, la question des responsabilités, les responsabilités arrivent au fur et à mesure que vous avancez en expérience. Pour les femmes, oui. Si vous êtes, je le souhaite pour vous, demain, vous réussissez à créer un média qui vous concerne, vous serez l'animatrice. Personne ne vous empêcherait. Dans ces pays, il existait des médias, Ouro par exemple, c'est un journal qui appartenait à une femme, qui a fait ses preuves dans les journalismes, et c'est un journal qui avait pris sa place dans le marché. Et donc, la consommation de l'information, la consommation de la qualité du travail ne dépend pas de sexe, puisque l'intelligence non plus n'a pas de sexe. Ça, c'est théoriquement. Ce n'est pas théoriquement, nous sommes dans la pratique. Vous êtes journaliste des B1, pour peu que j'observe votre chaîne, il y a plus de femmes que d'hommes que je vois à la télévision. Ce n'est pas faux. Et si... Les médias se féminisent de plus en plus, vous l'avez dit, hein, c'est une conséquence logique. Quels sont les domaines qui ne se féminisent pas? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai étudié à l'IFASIC où j'ai dit qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Mais j'ai fait les tours des universités. Lorsque je vais à l'UPC, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a plus de femmes, oui. Mais à un moment donné, elles disparaissent. Elles disparaissent non pas puisqu'elles n'avaient pas forcément d'ambition, mais puisque notre culture impose à la femme, entre guillemets, quand on a 25 ans, je suppose qu'on a terminé les cycles universitaires, d'être mariée. Donc le mariage... On imagine que le bonheur, c'est dans le mariage. Le mariage n'est qu'un chemin. Le mariage n'est pas la destination finale. Et donc, et très souvent, lorsqu'on se marie, la réalité du mariage est quelque peu différente. Ça veut dire que vous devez faire face à... Vous devez gérer votre homme. Et dès que vous devez gérer votre homme, puisque vous êtes dans un mariage, vous devez avoir des ambitions communes. Peut-être que vous devez renoncer à certains de vos projets.
pour privilégier des projets que vous pouvez développer ensemble. Et donc, vous voyez que ça peut, à certains égards, être une pesanteur. Ensuite, il peut y avoir des enfants. Les enfants, quand ils naissent, d'abord, ça vous crée des changements physiologiques. Certainement que ça vous change dans le comportement. Mais généralement, c'est au détriment de l'épanouissement de la femme. Non, je ne pense pas que cela peut se faire au détriment de l'épanouissement de la femme. Non, pas du tout. Puisqu'il y a des femmes mariées qui sont épanouies. L'épanouissement de la femme dépend de comment elle gère son rapport avec son mari. Tout peut se gérer à ce niveau-là. Un dialogue franc et sincère, un plan commun, une ambition commune. Quand vous êtes mariés, c'est ça. Et puis voilà, vous vous acheminez. L'un soutient l'autre, l'une soutient l'autre et vous avancez. Mais très souvent, lorsque les femmes sont mariées, certains se résignent, disent « bon voilà, je suis marié, c'est peut-être ça que voulait ma mère, c'est peut-être ça que voulait mon père ou ma grand-mère » et puis ça pose des problèmes. La perception que la femme a elle-même de la femme au niveau social, surtout au niveau politique, c'est un vrai problème et il faut agir sur la culture. Puisque pour être élu député, pour arriver à des postes politiques, moi j'ai été plus élu par des femmes que d'hommes. Mais est-ce que dans les mêmes conditions, si vous êtes candidate et que moi je suis candidat, est-ce que culturellement vous êtes sûr de même? Qu'est-ce qui explique ce manque de confiance entre les femmes? Alors, peut-être que là, vous êtes une femme, vous êtes mieux placée pour répondre à la question. Il faut peut-être se faire une introspection pour vous dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut aussi, puisqu'on en parle, il faut aussi fustiger les machismes des femmes. Puisque très souvent on dit les hommes, les hommes, les hommes, mais observez, j'ai posé plusieurs questions, puisque je parle beaucoup aux femmes, à celles qui travaillent dans des entreprises privées, les banques commerciales et tout le reste. Très souvent, celles qui sont dirigées par des directrices, les directrices sont plus sensibles aux hommes qu'aux femmes. Elles ont tendance à être plus dures envers les autres femmes qu'envers les hommes. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est une réalité. Alors, il faudra qu'on change des stratégies, par exemple pour les élections, alors parce que l'on sait tous que la démographie de la RDC est majoritairement composée des femmes. Et lorsque les femmes se proposent comme candidates, elles sont généralement déçues. Quelle est la stratégie qu'elles doivent opter pour… Moi, je dirais la même chose. Des jeunes, puisque si vous regardez bien, 60% de cette population est les jeunes, mais quelle est la proportion des jeunes dans nos assemblées délibérantes, assemblée nationale ou assemblée provinciale? À compter du bout de doigt. Il faut agir dans la culture. Là, le pouvoir, c'est conquiert. Le pouvoir ne se donne pas en cadeau. Il faut sensibiliser et les femmes et les jeunes politiquement. Ça veut dire que quand vous voyez une femme, il ne faut pas regarder le fait qu'elle soit femme, puisque dans notre culture, c'est elle qui doit rester à la maison ou à côté de l'homme, excusez-moi. Il faut regarder la femme avec les valeurs qu'elle amène, les idées qu'elle apporte pour voter des idées. J'ai dit tout à l'heure que l'intelligence n'avait pas de sexe. Et donc, si une femme a les meilleures idées, pourquoi ne pas la voter? Puisqu'il faut savoir bousculer l'establishment. Il n'y a aucun résultat que l'on obtienne sans bousculade dans la vie. Pour être là où vous êtes en train de m'interroger, il y a eu une forme de compétition à un moment donné, il y a eu une forme de sélection à un moment donné qui a fait que vous avez mérité pour être là. Ça va déjà depuis la conception. Et donc, vous voyez que la vie, elle fonctionne avec des règles et que c'est des choses que nous devons prendre en compte. Alors, je me souviens que pendant les concertations nationales, j'étais parmi les délégués, il y avait une disposition qui avait été adoptée mais qui a été rejetée à l'Assemblée, d'accorder 30%, un quota des représentativités pour les femmes. Moi, personnellement, je suis contre les quotas, la politique des quotas. Bon, même si on peut la soutenir comme solution intermédiaire. Ce n'est qu'un dispositif légal. J'ai dit intermédiaire. Ça veut dire que, en vérité, même moi, je dirais que je suis contre la parité, puisque je considère que la parité plafonne les ambitions des femmes à 50%. Même si ce n'est pas encore un acquis, moi je pense qu'il faut laisser les champs ouverts pour que les femmes aient la possibilité d'aller… Ou elles peuvent aller au-delà. Oui, si elles peuvent aller au-delà des 50%, pourquoi ne pas le faire? Et donc ceux qui soutiennent la politique des quotas, certains le font peut-être pour des besoins cosmétiques, pour faire plaisir au lobby des femmes. Ils ne les pensent pas vraiment. Ils ne le pensent pas vraiment, puisque s'ils devaient y penser vraiment, ils l'appliqueraient sans qu'on en parle dans la sélection des candidats. Mais il y a aussi une question de méritocratie dans cette histoire de quotas, parce que l'on a remarqué que celles qui sont reprises dans ce contexte-là de quotas, par moment, ne répondent pas à certains critères. Justement, c'est pour ça. Et elles déçoivent un peu, ce n'est pas le profil des femmes qu'on attend, mais parce qu'il y avait cette question des quotas,
on est obligé. Ça vaut un peu pour les jeunes, puisque moi, on me dit, honorable, il faut militer pour qu'il y ait un quota des représentativités de jeunes, qu'on réserve 5% de l'Assemblée à des jeunes âgés entre 25 et 40 ans. C'est bien beau, mais pour moi, ça, c'est des solutions à court terme, puisqu'il faut qu'on ait de l'ambition. Il faut qu'on se batte pour nos ambitions et qu'on se batte pour nos idées. Et donc, il faut arriver à bousculer, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'establishment qui a des idées ou qui a une certaine conception. La politique des quotas, c'est bien, mais c'est à courte durée et ça résout un problème de cosmétique. Puisqu'il faut donner les femmes, donnez-leur. Est-ce qu'on les donne par conviction ou est-ce qu'on les donne pour la forme? Mais on dirait que ça n'a pas marché aussi pour l'élection des gouverneurs, j'y reviens. L'AMP n'aurait proposé que 5 femmes, alors que les 30% Tout été élu, heureusement. dans les postes de vice-gouverneurs, oui. Au moment de l'adoption de la loi électorale, je pense qu'on l'a rejeté, la disposition. On l'a rejeté pour des bonnes raisons. Même si certains féministes peuvent mal le voir, mais moi je considère qu'il faut exhorter, encourager les femmes à être plus engagées politiquement. Et l'engagement politique ne doit pas se traduire forcément qu'au-dessus. Mais il faut qu'avec les femmes, on arrive à la base, vous et nous ensemble, à vous sensibiliser, à sensibiliser la femme rurale, à sensibiliser la femme de champ, à aller voter pour des femmes et à apprendre à faire confiance à leur propre fille. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la femme congolaise sur le plan politique, justement, par rapport à sa faible représentativité? Je n'ai pas de reproche particulier à faire dès lors que je considère que tout ça doit s'inscrire dans le temps. On ne peut pas avoir les résultats tout de suite sur tout. Les combats pour la femme, même dans les sociétés occidentales, c'est un combat qui a duré longtemps. Et même aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, la parité dont on parle, pour ne parler que de ça, on n'atteint pas toujours les seuils des 50%, 50%. On le force puisqu'on peut l'obtenir dans les gouvernements, puisqu'il faut nommer, mais c'est quelque chose qui n'existe pas et c'est quelque chose qui doit s'étaler dans le temps. Puisque si vous voulez agir sur la culture, ce ne sera pas en une année ou en 2 ans. C'est un travail de génération que nous devons faire sur nos enfants, que vous devez faire sur vos enfants et que nos enfants feront pour les leurs, et ainsi de suite. Ça veut dire que ça sera un lent processus? C'est un lent processus comme le développement en lui-même. L'épanouissement a toujours... Mais si les stratégies mises en place ne sont pas efficaces, on sera à côté de la plaque. Quelles sont justement ces stratégies mises en place? C'est la question que l'on se pose. Vous, en tant que législateur, par exemple, comment vous militez pour que le côté mise en application de ces lois puisse marcher? Non, ça veut dire, en d'autres termes, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a presque pas de problème au plan légal. La plus grande question qui nous reste à régler, c'est la question du code de la famille. Les restes, c'est dans l'application. L'application qui relève du gouvernement ou l'application qui relève ça doit se traduire à tous les niveaux, dans les sociétés commerciales, les sociétés de l'État, la fonction publique et tout ça. C'est là que les lois se déclinent. Mais pour qu'elles arrivent à se décliner, ceux qui animent ces structures doivent être suffisamment sensibilisés et doivent être suffisamment engagés pour faire en sorte que cette loi soit respectée. Engagement politique de la femme, l'on dit toujours que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Il y a eu quand même cette campagne où on parlait de toutes les filles doivent être à l'école, qui a marché selon certaines statistiques. Mais est-ce que vous pensez que la femme qui doit s'engager dans la politique doit répondre à quels critères? L'éducation doit être démise aussi. Mais madame, l'éducation, c'est les points de départ de tout. Puisque c'est quand on est éduqué qu'on sait par exemple regarder la montre, qu'on sait comprendre l'environnement dans lequel on évolue, on sait savoir que quand il fait très chaud, le soir il pleuvra. Quand il fait comprendre un peu tout l'environnement. L'éducation doit être le premier facteur. Et de ce point de vue, il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut que les enfants, garçons et filles aient accès au même niveau d'éducation. Je suppose que c'était le cas pour vous. C'était le cas pour moi. C'est des problèmes qui ne s'observent pas beaucoup dans les milieux urbains, où les gens ont accès à l'information, où les gens ont évolué. C'est peut-être dans les milieux ruraux qu'il faut agir. Mais tout ça, de mon point de vue, n'aura des réponses satisfaisantes que lorsque nous-mêmes, en tant qu'État, nous aurons peut-être accru nos moyens de prise en charge de la population. Que lorsque nous aurons suffisamment de moyens pour réhabiliter la famille, puisque de mon point de vue, tous les problèmes que nous connaissons dans ce pays, c'est puisqu'il s'est observé comme une forme de déchéance de la famille.
lorsque le papa n'est plus en mesure de prendre en charge la scolarité de tous ses enfants, on veut privilégier les garçons. On s'est dit que la femme peut avoir une autre chance. Elle peut être épousée. Elle peut être épousée qui plus par le chef de l'État. Finalement, il faudra prendre en compte plusieurs facteurs. Supplémentaires. Mais c'est ça qu'on oublie. Et donc moi, je considère que les enfants, hommes et femmes, garçons ou filles, il faut leur donner la même opportunité quand on en a les moyens. Il ne faut même pas lésiner sur quoi que ce soit. Mais après, je crois que dans certaines familles, on fait le choix de privilégier le garçon à la fille. Je ne pense pas que ce soit les résultats ou la volonté d'une politique. C'est peut-être les circonstances du moment qui font que voilà, on fait ce choix. Puisqu'aucun parent ne peut accepter que son enfant, puisqu'elle est femme, ne soit pas épanouie. Alors vous avez compris que Patrick Mouyaya est un homme genré et ça s'est traduit même par rapport à ses actes. Il était sur le terrain pour une sensibilisation autour de l'engagement politique de la femme, mais avec comme cible hommes et femmes, puisqu'il a largement expliqué sur ce plateau qu'il faudrait l'accompagnement de l'homme pour y parvenir. On va suivre cet élément et on se retrouve juste après. Face à une statistique alarmante du taux faible de participation de la femme dans les institutions du pays, les femmes ont été sensibilisées au cours d'une journée de réflexion organisée par la Maison des Jeunes de Victoire et de Kitambo sur l'engagement et l'accès de la femme à ses droits. L'un des intervenants à cette journée, Patrick Mouyaya Katembwe, élu de la Funa, a conscientisé la jeune fille sur ses droits et devoirs envers la société. Aujourd'hui, parler de la nécessité de l'engagement de la femme en politique, une discussion transparente avec les jeunes de mon pays, la RDC. On a échangé sur la nécessité pour nous de veiller à ce que la femme ait accès à la formation, à l'éducation et surtout que la femme ne pense pas que puisqu'elle est femme, tout doit lui tomber dessus. Faïda Chantal, elle aussi intervenante, revient sur les bien fondés de cette journée de réflexion. Nous avons fait les statistiques, comment il n'y a jamais eu de femme présidente de la République, premier ministre. Actuellement, il y a 4 femmes ministres sur 31. Il y a peu de femmes gouverneurs de province. Donc là, nous avons vu qu'il y a les côtés mentalité, tradition et culture qui jouent beaucoup sur l'effet de la représentation de la femme. Une journée très instructive qui s'inscrit dans le cadre des activités prévues tout au long de ces mois de mars. Alors qu'est-ce qui explique finalement votre motivation par rapport à cet engagement de la femme dans la politique? On dirait que vous vous sentez déséquilibré sans la femme. Mais totalement déséquilibré, justement. Puisque la femme, non pas seulement comme électrice, mais la femme comme partenaire en politique, c'est sûr que nous aurons plus de victoires que nous n'en avons aujourd'hui. Mais j'ai observé dans le reportage que vous venez de diffuser qu'il y avait plus d'hommes que des femmes dans la salle. Ça veut dire qu'il y a un problème aussi du côté de la femme. Voilà. Moi très souvent, je le dis, mais je m'abstiendrai de les dire sur ces plateaux, où je peux me permettre de les dire et relativiser tout de suite que les femmes n'ont pas d'ambition, en guillemets. Puisque si vous avez des ambitions au plan politique, ça vous imposera d'être plus engagée, d'être plus militante et de cesser d'être spectatrice ou être dans des postures féminines ou penser, puisqu'il en existe. Et dans l'histoire de ce pays, il y a des exemples, fort malheureusement, de ces femmes qui doivent leur ascension en politique puisqu'elles étaient femmes. Et donc, c'est des choses que je considère que nous devons bannir et qu'aujourd'hui, les femmes doivent arriver à militer autant que les hommes pour avoir accès. Ce n'est pas seulement les femmes, mais c'est aussi les jeunes. Les jeunes doivent militer aussi et mériter la place qu'ils veulent dans l'engagement politique. Mais on accuse justement toujours l'homme qui se dresse par moments comme un frein à cet épanouissement. Non, ça veut dire qu'il y a, vous savez, dans toute société, il existe toujours des conservateurs. Des gens qui pensent que l'ordre établi doit demeurer. Mais cet ordre doit être bousculé puisque ce n'est pas l'ordre qui équilibre la société. Donc vous ne pouvez pas penser faire évoluer sans que vous n'ayez des pesanteurs. C'est lorsque vous avez des pesanteurs et que vous le surmontez que vous vous rendez compte que vous avez évolué, madame. Et donc, il y a cette nécessité aujourd'hui
des réveiller, et c'était le sens de ma candidature. Puisque moi, je n'ai pas été candidat... Créer l'émulation au sein de la jeunesse. Ouais, voilà, moi, je n'ai pas été candidat simplement pour être député. Encore qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, si on me reposait la question si je devais l'être, je me poserais la question 2 fois si je devais vraiment l'être. Mais en venant en état candidat, je ne pensais pas venir changer le monde. Mais je pensais venir comprendre le fonctionnement de l'environnement politique et voir par quels moyens on peut agir pour arriver à atteindre un certain nombre de résultats. Donc on dira, au-delà de l'engagement politique député national, mais il y avait aussi ces soucis de créer une certaine émulation. Je suis sûr que dans les prochaines élections, il y aura beaucoup plus de candidats jeunes du fait, et des candidates, du fait que j'ai postulé. Ce sont les urnes qui vont trancher. On verra que par moment, ce ne sont pas toujours les résultats attendus qui arrivent. Les femmes sont moins votées. Vous avez expliqué au cours de cette émission, mais il y a aussi une question des moyens. Patrick Mouyaya. Moi, je considère, puisque j'ai fait face à ces problèmes, moi j'ai fait une campagne... Les jeunes à qui tu lances l'appel aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les moyens pour la campagne? J'ai fait une campagne électorale. Vous savez, madame, dans tout... Mais vous assumiez déjà des postes de responsabilité. J'en arrive. Dans toute ambition que vous pouvez avoir dans votre vie, si vous considérez dans un premier chef que les moyens sont un handicap, vous n'irez nulle part. Moi, je suis de ceux qui fonctionnent avec la foi. La foi, c'est l'espérance ou l'assurance d'obtenir des choses que vous n'avez pas. Mais on n'a pas tous le même niveau de foi. Non, nous devons justement commencer par là. Puisque si c'est le cas, alors les jeunes gens modestes qui sont nés des familles déshéritées ou qui sont nés, qui n'ont jamais de moyens, ne doivent pas rêver, prétendre un jour arriver à des postes de responsabilité. Mais tous ne sont pas aussi appelés à faire la politique, évidemment. Mais pour ceux qui sont appelés à faire la politique, ce que je dis vaut pour tous les domaines de la vie. Donc ça veut dire que si vous vous considérez que le fait que vous manquez de moyens, c'est ce qui fera que vous ne réussissez pas, vous vous trompez. Mais c'est un côté à ne pas négliger parce que quand les femmes se rencontrent, par exemple, pour préparer les élections, dans leurs séances de formation ou de sensibilisation, elles évoquent ce côté de moyens. Ça peut être considéré comme un obstacle. Madame, ce n'est pas l'argent qui va voter, madame. L'argent ne se déplace pas vers les urnes. Moi, je n'étais pas le candidat le plus riche. Je ne l'étais même pas un peu. Mais ce que j'ai réussi pendant la campagne, c'est d'impliquer d'autres hommes, puisque c'est les hommes qui vont voter. C'est les femmes qui se déplacent pour aller voter. Il y en a qui ont donné des milliers de dollars, qui en ont dépensé sans compter, sans calculer, mais qui n'ont pas été élus. Mais c'est aussi un mauvais cliché des élections ici en RDC. Par moment, l'on pense que... C'est pour ça qu'il faut qu'on agisse sur la culture, puisque ailleurs, les débats politiques ou une élection est conditionnée par les idées. Fort malheureusement, chez nous, il y a cette espèce de commerce, entre guillemets. Je viens solliciter votre suffrage et je vous donne un t-shirt et vous me donnez votre voix. Mais c'est ça, c'est contextuel. Ceci est lié à la situation, conjoncture de misère que nous avons. Ce qui fait que c'est même là la distance. Et qui joue à l'avantage de ceux qui ont des moyens. C'est même là, non pas toujours, c'est même là la distance que j'observe entre ce que nous sommes censés faire comme travail en tant que législateurs et ce que nos bases, nos populations attendent de nous. Nous avons adopté autant de lois, les peuples à peine s'y intéressent. Mais les lois, d'où viennent-elles? Vous et moi, on a étudié, et à l'université, dans nos cours de droit, on nous dit toujours que les faits précèdent les lois. Les faits, c'est ce qui se passe en société. C'est ce que nous observons en société. Qu'est-ce qui vous inspire? Et nous partons de là pour légiférer. Nous avons commencé par observer que notre code de la famille est désuète, qu'il faille l'adapter aux circonstances du moment. Nous avons commencé à observer que l'injustice était trop criante entre l'homme et la femme, qu'il fallait mettre le principe de parité dans la Constitution. Vous voyez, nous sommes partis de là. Mais les peuples, puisqu'il est miséreux, il est pauvre, il se préoccupe d'abord de comment il se loge, de comment il se nourrit, de comment il se déplace et de comment il envoie ses enfants à l'école. Vous voyez, c'est fort malheureusement. Et nous-mêmes, nous sommes un peu distraits puisque nos électeurs nous exigent plus de matériel que l'immatériel.
L'immatériel, à savoir les lois ou les votes ou tout ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. Vous voyez, nous sommes comme dans une forme de dialogue de sourds. Mais moi, je situe ça dans une dynamique d'apprentissage. On est loin de s'en sortir. Hein. Nous avons la plus grande responsabilité, peut-être puisque certains, sans argument, sans vision claire, puisqu'ils ont l'argent et puisque l'argent peut parfois tout donner, ils y vont. Mais moi, je crois que plus on va avancer dans la démocratie, que plus on va... Les gens vont comprendre. Les gens comprendront et je suis sûr que déjà aux prochaines élections, les gens seront plus exigeants sur nous au plan de nos idées que les gens ne laisseront sur le plan des atikaki combien ou combien de casiers de sucré il a amené, comme on dit en lingala. Et donc, mais tout ça, c'est nous qui devons agir, nous l'élite, vous et moi, puisque moi j'ai exercé le métier que vous avez exercé il y a quelques années. Ce qui nous intéresse, nous, fondamentalement, c'est l'actualité, la polémique. Nous ne faisons pas des débats de fond. Et moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que nous devons commencer à faire des débats de fond. Si nous voulons un meilleur pays demain, mais nous devons bien étudier comment on dispense l'éducation dans ce pays. Est-ce que l'éducation que nous fournissons dans nos universités est adaptée à nos besoins? Est-ce que nos enfants sont bien formés? D'une part... Ça sera une société à refonder. Hein? D'autre part, mais madame, les hommes existent pour ça. D'autre part, c'est pour ça que... Le temps que ça prendra, il y aura des victimes. Madame, les pays, vous savez, les pays ont une durée de vie que vous ne pouvez pas calculer. C'est lorsque nous, les hommes, on se met forcément dans l'équation qu'on complique l'affaire. Est-ce qu'on n'est pas en retard, Patrick Mouyaya, de vous en moi? Mais pourquoi on s'y est pas pris à temps? Non, ça veut dire qu'à un moment, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où vous avez une prise de conscience de la réalité. Et je crois, madame, intimement que tous ceux qui sont au pouvoir, maintenant ou par le passé, fondamentalement, ils ne peuvent pas penser contre les intérêts du peuple qui sont censés diriger. La pensée politique est guidée justement par ces soucis. Ce n'est pas l'impression qu'on a. Oui, pourquoi? Puisqu'il y a une vraie distance entre la réalité du pays et l'ambition que nous déclamons dans des poèmes. Nous, on nous dit vous aurez du courant, vous aurez ceci, tout en sachant. Moi, pour ce qui me concerne, je n'ai pas fait ce type de campagne. Pour ce qui me concerne, j'ai parlé du développement participatif qui suppose que chacun de nous, d'abord, commence par identifier les niveaux de pauvreté. On fait les diagnostics et on propose 3 types de solutions. Les solutions à court terme qu'on peut trouver ensemble, les moyens termes qu'on peut trouver avec d'autres et les solutions à long terme qui viennent de l'État. Mais ici, on déclame des poèmes, on fera ceci, on fera cela, c'est bien beau. Mais lorsque vous êtes confronté à la réalité de la production du pays, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Ces pays produisent quoi? C'est quoi la taille de notre budget? 6 ou 7 milliards pour 80 millions d'âmes. Ce n'est même pas le budget d'une ville comme Johannesburg. Et en exécution, on peut dire qu'il y a aussi un grand écart. Et d'ailleurs, vous le dites, on n'arrive même pas à mobiliser ce que nous comptons avoir comme budget. Vous pensez que c'est avec ces maigres budgets qu'on va réussir à caser 17 millions d'enfants qui ont besoin d'aller à l'école ici? Très compliqué. Nous, les dirigeants, nous devons trouver une autre intelligence. Nous devons trouver une autre intelligence et dire la vérité au peuple. Regardez où nous sommes. Sortir des mythes qui nous ont enseignés. Le Congo est un pays riche et tout le reste. Madame, la richesse est matérielle. La richesse, elle se résume par votre capacité à vous acheter des beaux bijoux que vous avez, ou la belle chemise que vous portez, ou votre téléphone portable, et que sais-je encore. La richesse, ce n'est pas le coltan, les diamants qu'on ne voit pas. Moi, personnellement... Très virtuel. Je ne saurais même pas reconnaître les coltans dans mon téléphone, puisqu'on dit que nos téléphones ont des coltans. Et donc, ce qui doit se passer, c'est que nous, dirigeants, on doit arriver à créer une communion avec le peuple pour une ambition commune. Et surtout, il faut considérer, madame, que la construction des États ne s'arrête jamais. Quand vous allez en Europe, vous trouvez des lieux qui ont été construits il y a 1000 ans. Mais ça continue, c'est un héritage matériel. Et nous, je ne désespère pas du tout, puisque vous et moi, nous sommes là, et nous avons pris conscience que ces pays, on doit les remettre sur orbite, et que nous devons commencer par travailler. Qu'est-ce qui serait la priorité, justement, selon vous? De mon point de vue, l'éducation. Puisque quand vous allez dans un pays comme le Japon, qui est les pays les plus riches en catastrophes naturelles, tsunamis et tout le reste, mais madame, 5 véhicules qui roulent à Kinshasa sont japonais.
Toyota, Nissan et tout le reste. Je m'abstiens de faire la publicité. C'est un exemple de ce que vous pouvez être. Quand vous allez dans des pays comme la Corée du Sud, certainement que votre téléphone vient peut-être de là, ou un de vos téléviseurs, ou un matériel électroménager que vous avez chez vous à la maison. Est-ce que vous pouvez imaginer les décalages horaires qu'il y a entre le Congo et la Corée du Nord? 9 heures ou 8 heures. Mais nous avons chez nous des choses qui viennent de là. Il faut agir sur le mental, sur l'intelligence du Congolais. Donc, de mon point de vue, c'est d'abord l'éducation. Ensuite, puisqu'on est éduqué, mais on doit innover. Aujourd'hui, on doit quitter nos habitudes anciennes d'écrire « j'ai l'honneur de venir par la présente solliciter la formule magique ». Non, nous devons arriver à former des Congolais qui créent de l'emploi. C'est pour ça qu'il faut créer une forme d'adéquation entre notre système éducatif et les besoins du marché. Moi, je l'ai expérimenté il y a quelques années. On a organisé les Startup Weekend Kinshasa. Les jeunes Congolais sont pétris d'idées et qui peuvent innover. Mais Beaucoup de projets. malheureusement, il y a un déficit d'encadrement. C'est l'occasion d'inviter d'ailleurs le gouvernement à faire attention là-dessus. Puisque si nous voulons nous développer demain, la clé, c'est dans l'innovation. Je vous donne un exemple. Certainement que vous avez un profil Facebook, mais les créateurs de Facebook, c'est un étudiant. Il a créé Facebook à l'université qui n'a même pas terminé par ailleurs. Mais il est milliardaire aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous, au Congo, on a des jeunes qui sont suffisamment intelligents et qui peuvent concevoir des solutions qui leur permettent de devenir millionnaires. Le troisième point, je termine par là, le troisième point sur lequel il faut agir, madame, c'est la démographie. J'ai soulevé la question un jour au Parlement, une question orale avec débat avec le ministre du Plan. Nous évoluons dans ce pays sans un planning démographique clair. Mais c'est la pauvreté à la base de tout ça. Madame, nous ne pouvons pas dire que la pauvreté à la base et nous limiter à constater que la pauvreté. Nous devons changer. Aujourd'hui, notre démographie, moi je dis que notre démographie telle qu'elle évolue n'est pas un atout. On me dit que le pays est grand, nous avons 2 345 000 km², il y a des... Mais ça serait un atout si on l'exploite comme la Chine ou le Nigeria. Former cette population et nous ne la formons pas. Nous avons beaucoup de déficits ici en termes d'encadrement des jeunes et tout le reste. Et vous voulez avoir des résultats différents. Plus les années passent, vous observez qu'il y a plus de Kuluna, il y a plus de Chegué dans la rue. Donc ça signifie que nous ne donnons pas de réponse à cette population. Dans ce cas, alors, on n'attendait pas beaucoup de la femme parce qu'elle est aussi victime. Non, au contraire, il faut attendre beaucoup de la femme, puisque s'il y a le peu de survie que nous avons en grande partie, c'est puisque les femmes se débrouillent. Moi qui vous parle... De manière informelle jusqu'ici. Moi qui vous parle, je suis le produit de ma mère. En guillemets. Hommage à ma mère. Moi qui vous parle. Donc si ma mère n'avait pas le sens du sacrifice et tout le reste, vous n'aurez peut-être pas eu le journaliste que vous avez eu, ni Des députés nationaux. aujourd'hui. Et donc ce sont ces femmes-là qui se sacrifient, qui font qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir pour demain. Ça veut dire qu'elle peut faire plus s'il y a ce côté encadrement qui suit. Voilà, et donc ça veut dire que l'État devrait mieux encadrer. Puisque vous savez, madame, la première richesse, le premier potentiel qui développe les autres potentiels, c'est le potentiel humain. Tant que nous ne travaillerons pas beaucoup sur le potentiel humain, nous tournerons sans avancer. Il faut donc prioritairement, c'est pour ça que je parle d'éducation, éducation, encadrement, des communautés rurales, de coopératives, pourquoi pas, avoir aussi des banques, puisqu'ici il n'existe pas des banques qui accompagnent le développement, il existe des banques qui font des affaires, mais nous n'avons pas des banques qui vont vers le peuple et qui donnent des solutions au peuple, l'accès à l'argent, l'accès au crédit, mais il s'est observé, madame, que ceux qui travaillent dans les microcrédits, ce sont les structures qui sont les plus viables, puisqu'il y a les femmes congolaises qui vendent du pain en bourse, plus que ceux qui prennent les crédits dans les banques. Ça veut dire que la femme est une bonne gestionnaire. Absolument. Et donc, il faut absolument lui faire confiance et lui donner plus d'espace. Alors, en quelques mots, Patrick Mouyaya, député national, vous allez vous résumer. C'est vrai que c'est un exercice assez difficile puisqu'on a eu 45 minutes d'échange. Déjà? Oui, mais en 1 minute peut-être, vous allez pouvoir adresser un mot à la femme, pourquoi pas son partenaire qui est l'homme. Bon, je préfère m'adresser aux hommes. Puisque, Homme avec grand H ou homme comme vous? Non. Aux hommes au sens viril du terme. Puisque bon, le mois de la femme, moi je vous ai expliqué durant cette émission que
Tout ça, si c'est pour des besoins cosmétiques, ça ne sert à rien. Il faut qu'on fasse des choses par conviction, puisqu'on les pense. Il est du devoir de l'homme d'accompagner la femme dans son combat. Il est du devoir de l'homme de célébrer avec la femme les victoires qu'elles obtiennent, puisqu'il n'y a aucune victoire que la femme célèbre sans homme. Et donc, il est important pour nous aujourd'hui, et là je m'adresse aux femmes, mais les femmes, vous devez avoir plus d'ambition, puisque vous êtes plus intelligentes. Vous devez être plus engagées, puisque vous êtes le plus grand en nombre. Nous, on peut nous impliquer pour voir comment on agit sur la culture, mais c'est d'abord vous, et encore vous. Voilà. Merci Patrick Mouyaya d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que c'était une exception qui n'est pas du tout fortuite parce que c'est le mois de mars, il fallait quand même avoir un regard d'un homme sur l'apport de la femme dans le développement du pays et pourquoi pas son engagement politique. Merci Madame, Messieurs de votre fidélité à ce magazine. Je vous retrouve très bientôt sur B1 Télévision.